Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti! That's when I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Axe Open. Alors aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble pour parler des bases de données. Alors l'idée, je vous rassure tout de suite, c'est pas de faire un cours magistral sur les fondements des bases de données, etc. D'ailleurs, en fait, on avait déjà fait un podcast là-dessus, alors qui date un peu, je crois que ça doit faire au moins 3 ans maintenant, mais on vous le remettra en commentaire pour ceux qui connaissent vraiment rien de rien. Mais l'idée aujourd'hui, donc, c'est de venir un peu plus parler pratico-pratique, un peu de conseils. En fait, autour de la table, donc, on a des développeurs, des architectes techniques qui ont eu l'occasion de voir pas mal de bases de données et notamment des bases de données qui étaient mal construites parfois et qui ont eu des fois de gros impacts en fait à terme sur les projets. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de revenir un petit peu aussi sur ce qu'ils ont vu, sur les bonnes pratiques à adopter, les erreurs à éviter et puis de vous parler un petit peu de tout ça. Aujourd'hui, donc on a comme d'habitude Philippe, Java Manegri. Salut. On a Arthur, le JavaScript lover. Bonjour. Nathan, monsieur propre du code. Hello. Et Théo, le dénicheur de news IT. Salut. On va quand même démarrer par poser les bases. Back to basics. Basique, simple, vous n'avez pas les bases. Philippe, une base de données, c'est quoi? Je ne sais pas si je vais tenter de faire une définition de la base de données. Je trouve que c'est un petit peu faire insulte à nos auditeurs. C'est un fichier texte avec des données dedans. Oui, quoi. voilà, c'est un fichier plein indexé, tout bête. Non, une base de données. Alors là, on va se concentrer, je crois, essentiellement sur des bases de données relationnelles aujourd'hui. Ouais. Donc une base de données, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que l'endroit où on met les données vivantes d'une application. Voilà. Donc en gros, il faut le visualiser comme étant des tables qui sont reliées par des contraintes et des clés étrangères pour modéliser l'intégralité des données qui sont dans votre application. En gros, c'est ça une base de données là-dessus. Et pourquoi aujourd'hui, dans les projets de développement, la base de données, c'est un élément qui est fondamental et essentiel? Alors, la donnée, c'est 99% de l'intérêt d'une application. Généralement, dans le domaine de l'informatique professionnelle, on fait saisir de la donnée à des utilisateurs et on la restitue. Mais l'important, c'est pas tellement l'application, c'est la donnée. Et il y a plein de, on pourra discuter de le pétrole, il y a du pétrole dans vos données et compagnie, qui sont des phrases qui sont répétées, mais c'est un peu vrai. Le but d'une application, c'est essentiellement de construire de la donnée et de pouvoir l'exploiter. Donc c'est pour ça que c'est primordial d'avoir une base de données qui soit bien fonctionnelle, qui soit bien structurée. Vous utilisez quoi autour de la table comme base de données le plus souvent? Est-ce que c'est Postgre? Moi, Postgre, quasiment tout le temps. J'ai pris l'habitude et maintenant, je fais quasiment que ça. Dès que j'ai besoin de lancer un projet, je mets du Postgre. Voilà, en gros, vous avez, j'ai envie de dire, 4-5 bases qui font le marché. Vous avez tout ce qui est autour d'Oracle. Vous avez des très grosses bases de données. C'est souvent Oracle chez les clients qu'on a, même si c'est de moins en moins vrai. Et après, vous avez des bases de données type Postgre, type MariaDB, MySQL, ou des bases de données type SQL Server quand vous êtes dans un environnement Microsoft. Mais aujourd'hui, je dirais globalement, la grosse part de marché, celle qui est le plus en train de grossir, c'est les bases de type Postgre. Et aujourd'hui, donc, si on revient un peu au projet de développement, c'est quoi aujourd'hui les vrais enjeux d'une bonne modélisation d'une base de données? Parce qu'effectivement, on vous entend souvent râler, de dire « Oh là là, mais 6 mois après, on se dit « Mais pourquoi est-ce que ça a été construit comme ça ?» Voilà, c'est pas qu'il y a des soucis à terme. Donc, c'est quoi les vrais enjeux qu'on a quand on démarre un projet là-dessus? En fait, c'est un petit peu la base de données, c'est un petit peu les fondations de votre application. Généralement, quand vous faites un schéma, vous le mettez en bas, la base de données, puisque finalement, c'est la couche la plus basse de votre application. Si on fait une représentation sur un schéma. Mais c'est surtout que si c'est mal organisé, si c'est mal conçu, vous pourrez mettre les meilleurs développeurs du monde, vous ne ferez jamais une application qui marche. En gros, c'est ça le sujet. Alors, avec une très bonne base de données, vous pouvez faire des projets qui ne marchent pas. Ça peut arriver avec des très bons développeurs. Mais globalement, en fait, voilà. Si vous partez mal sur une base de données, c'est très compliqué de rectifier le tir, parce que le code, on peut facilement le réécrire. Quand vous avez mal structuré des données et qu'il faut la restructurer, c'est très compliqué parce qu'il faut migrer les données, vous n'avez pas forcément des bonnes données, vous avez des trous dans les données, et la donnée, ça peut être... on ne peut pas forcément la reconstruire. Le code, on peut toujours le réécrire, la data, on ne peut pas vraiment la restructurer si facilement que ça. Et pour vous, c'est quoi une base de données mal conçue en fait de base? Alors, il y a plusieurs manières de mal concevoir des bases de données. Je ne sais pas si on rentre déjà dans le détail de toutes les... Tu peux y aller. Je peux y aller. La première chose que je pense qui est la plus importante dans une conception de base de données, c'est quand c'est mal orchestré. C'est-à-dire que les données, elles sont mal articulées les unes par rapport aux autres. Vous n'avez pas la bonne cardinalité entre les tables, vous n'avez pas la bonne cardinalité entre les éléments. Ça, c'est une des premières erreurs.
L'autre erreur qu'on retrouve fréquemment, c'est des tables qui regroupent plusieurs types d'informations, par exemple. Donc, on a des clients qui ont tendance à rajouter 40, 50, 70 colonnes dans une même table parce que ça paraît plus simple, ça fait un schéma plus petit, mais du coup, c'est pas très bien rangé. Et quand c'est pas très bien rangé, c'est compliqué de l'exploiter. L'autre chose, c'est que normalement, en tout cas, la manière dont on développe de manière orientée un petit peu objet métier, c'est que la base de données est un petit peu le pendant de votre application. Donc, c'est-à-dire que globalement, vous avez une espèce d'homothétie entre les modèles d'objets que vous avez dans votre application et votre base de données. Et on appelle ça, les anciens qui concevaient des bases de données, on avait des restrictions dans les bases de données sur le nombre de colonnes, sur la taille des colonnes, sur la manière d'organiser les données, et du coup, ils avaient tendance à faire des bases de données très compactes, très imbriquées, avec très peu de colonnes, ou des colonnes qui sont utilisées pour plusieurs choses. Et en fait, parce qu'à l'époque, la donnée coûtait cher, et du coup, ils n'avaient pas donc cette homocétie entre la partie donnée et la partie applicative, et ça, c'est souvent très compliqué parce que ça génère des requêtes complexes. Après, je laisserai la parole à d'autres, je pense, mais une autre manière, moi, je trouve, qui rend les choses souvent ratées, c'est souvent les bases de données, elles sont conçues soit en fonction de l'écran, soit en fonction de ce qu'on veut faire de la donnée derrière. Et en fait, en fonction de ça, c'est pas forcément les mêmes usages de la data. Et du coup, vous pouvez retrouver avec une base de données qui peut potentiellement être bien modélisée pour l'exploitation en statistique, mais qui n'a absolument aucun sens au niveau applicatif. Et du coup, dans une application, vous allez vous retrouver à faire 70, 80 requêtes pour aller chercher des informations dans plein de tas différentes pour construire votre vue qui va servir à la saisie. Voilà, ça, c'est différents types de problèmes qu'on peut rencontrer. Je ne sais pas si Nathan et Arthur et Théo ont d'autres idées. Après, il y a aussi les problèmes au niveau structurel, dans le sens où, comme on disait, là, on se focus sur les bases de données relationnelles. Donc, il y a un système de relations qui n'est pas forcément, on va dire, obligatoire quand on veut plus tard requêter ces données. C'est-à-dire que quand on va aller faire notre table, si on veut avoir deux tables qui sont reliées les unes dans les autres, on n'est pas obligé de les relier dans le modèle de la base de données. On pourra ensuite le faire dans notre requête. Sauf que c'est une mauvaise pratique parce que ça peut sembler une bonne idée, entre guillemets, parce que si on a moins de contraintes, ça veut dire qu'on pourra potentiellement plus tard pouvoir faire des choses un peu plus libres. Sauf que si vous commencez à ne pas mettre de limitation, entre guillemets, dans votre modèle, vous vous retrouvez en fait avec des données qui peuvent être orphelines, qui peuvent être non utilisées, qui peuvent être là, on ne sait pas trop pourquoi, qui peuvent être dupliquées, etc. Donc il y a aussi tout le côté forcer l'utilisateur et les futurs développeurs à mettre des bonnes données dans votre base de données, donc en forçant le typage de vos colonnes, enfin ça c'est obligatoire, mais en forçant des limites, en mettant si c'est obligatoire ou pas d'avoir une colonne, en se forçant à mettre les relations entre les bases, entre les tables relationnelles, etc. Donc ça c'est plus un côté technique, mais c'est important de faire l'effort parce qu'on peut se dire on met aucune relation, on met aucune clé étrangère, et puis on fera nos requêtes au fur et à mesure, sauf qu'en fait c'est un piège, parce qu'en fait si vous reprenez le projet 5 ans plus tard, le mec il arrive, il comprend rien à votre base de données, quoi. Et je pense surtout qu'en fait, on peut définir une base de données comme étant bonne lorsqu'on est capable de comprendre ce que fait l'application juste en regardant les données et leur structure. De voir que tel lien dans cette table c'est cette manière. Et en fait, on va avoir une bonne idée de l'usage qui va être fait des données derrière en fonction de la structure. Et à partir de là, on peut se dire qu'on a déjà un bon modèle. Si juste en regardant la structure, on comprend bien ce qui va arriver. C'est vrai que le critère de lisibilité est très important, mais d'ailleurs de manière générale dans le développement de manière générale. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de le lire et de le comprendre, et que vous êtes obligé d'avoir la documentation pour le comprendre, c'est que souvent, ça commence à être... Ouais. Moi, il y a un critère qui est pas forcément facile à prendre en compte si facilement, c'est quand vous faites une base de données, quand vous faites une application, vous avez deux manières. Il y a deux grandes philosophies. Il y en a un qui consiste à dire globalement, tout va être table et je vais créer des tables à chaque fois que j'ai un nouveau besoin utilisateur. Par exemple, j'ai une nouvelle liste dans mon application sur un formulaire, je vais créer une table qui va comporter les informations de cette liste. Donc ça, c'est le modèle spécifique, c'est-à-dire que vous allez vraiment expliciter dans votre base de données ça. Le défaut de ça, c'est que vous avez tendance à créer rapidement beaucoup de tables. Et vous avez une autre philosophie qui est de dire, en fait, je vais faire du générique à l'intérieur de mes tables et je vais juste avoir une table liste dans laquelle je vais stocker toutes les listes de toutes les listes de mon application. Il y a des fois, ça se justifie, il y a des fois, ça se justifie pas. Moi, j'ai un avis assez fort là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut l'utiliser le moins possible, le modèle générique, pour deux raisons. C'est que déjà, la performance est moins bonne sur un modèle générique, et en plus, c'est beaucoup plus compliqué de lire des modèles génériques dans une base de données, parce que du coup, les colonnes ne portent plus l'information de qu'est-ce qui est à l'intérieur de la colonne, mais elles portent une information qui est à deux niveaux, quoi, c'est méta par rapport à la colonne. Et je trouve que ça a tendance très rapidement à rendre les choses incompréhensibles pour les développeurs.
toute façon, la généricité et l'abstraction, même que ce soit dans le développement, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser parce que ça crée beaucoup de complexité et ça crée beaucoup d'incompréhension pour quelqu'un qui ne l'a pas fait, en fait. Donc, en fait, c'est un peu général pour tout ce qui est développement. L'abstraction, c'est bien, et la généricité, c'est bien, mais il faut le maîtriser et il ne faut pas en faire n'importe quoi. Parce que l'aspect générique dans la BDD il peut être fait au niveau de la table, mais au niveau de la colonne également. Quand tu parlais de typer les colonnes, en fait, même si c'est obligatoire, tu peux te dire le gars il va mettre un string, donc du coup un varchar, alors qu'en fait il va stocker des entiers. Oui. Mais une fois il va avoir un varchar. Et le fait qu'il y ait une incohérence dans les données qu'il stocke et qu'il se dit moi je prends le type entre guillemets le plus permissif est une anomalie pour la base de données. Parce qu'en fait, lorsqu'on va faire des jointures ou faire des vérifications sur les données, avoir le bon typage est vraiment important. Et dernièrement, je sais que les SGBD, ils rajoutent quasiment tous la possibilité d'avoir des colonnes qui contiennent du JSON. Il y a des cas qui justifient, mais la majeure partie du temps, en fait, c'est un peu n'importe quoi. On va pas se dire, moi, mon objet que j'ai dans mon application, je le stocke en JSON dans ma base de données qui va avoir une colonne. C'est généralement fait plus pour stocker des ensembles de properties ou des choses qui ne vivent que par leur entité elle-même, que le JSON, c'est la donnée qu'on stocke, mais que c'est pas le format de données que nous, on va avoir. Alors, à contrario, donc là, effectivement, on vient de parler pas mal de défauts que vous avez pu rencontrer. C'est quoi, finalement, une bonne modélisation de base de données et puis, après ça, comment est-ce que vous vous y prenez, finalement? Par où est-ce qu'on démarre pour construire? Alors, c'est quoi une bonne base de données? Moi, j'ai un avis pour avoir vu beaucoup de bases de données et avoir beaucoup critiqué. Quoi, il faut entre la bonne base de données et la mauvaise base Ouais, de données. c'est ça. Il y a la bonne et la mauvaise. Non, la bonne base de données, pour moi, c'est celle qu'on comprend. C'est-à-dire, la base, c'est qu'il faut qu'elle soit lisible et explicite. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de faire Matube Matspé pour comprendre ce qu'a voulu faire le développeur. Donc, ça veut dire quoi? C'est des critères très simples. C'est-à-dire, le plus possible spécifique, c'est-à-dire globalement, avec un modèle vraiment éclaté, avec chacune des tables qui ne stocke qu'un type de données, qui est relié avec la bonne table qui stocke un autre type de données et qu'on est capable de le comprendre. Un nommage qui soit cohérent, parce que ça c'est hyper important, que si vous avez décidé que vous nommez vos colonnes date, toutes les colonnes d'application elles commencent par date ou underscore ou ce que vous voulez. Donc un nommage cohérent c'est très très important parce que ça donne confiance dans le modèle et ça permet quand on écrit des requêtes d'intuiter comment il a nommé ses colonnes. Donc lisibilité, cohérence, c'est la chose, c'est une des choses les plus importantes. Après, moi, ce que je dis souvent, c'est que database is for data. C'est-à-dire que globalement, il ne doit y avoir que des données et il n'y ait pas de règles métiers, de fonctionnels, de triggers, de ce que vous voulez, de procédures stockées, le moins possible. La base de données, c'est fait pour stocker de la donnée brute. L'interprétation de la donnée au sens applicatif, elle se fait dans l'application et pas ailleurs. Donc moi, ça, je pense que ce seraient les deux critères qui me paraîtraient les plus pertinents pour définir ce que c'est qu'une bonne base de données. C'est les mêmes pour vous Oui, souvent, c'est ça, avoir une déconvention de nommage globale et aussi ne pas faire n'importe quoi avec ces noms. C'est-à-dire qu'on est déjà tombé sur des bases de données où on a 5 colonnes et c'est colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4, colonne 5. Et en fait, pour aller voir ce que fait chaque colonne, tu vas dans la doc. Sauf qu'en fait, c'est horrible parce que tu arrives dans ton modèle et en fait, tu comprends rien de base, tu comprends rien. Et c'était échec, il y a beaucoup d'anciennes bases de données qui sont faites comme ça. Alors, je sais pas s'il y avait des problèmes à l'époque, sur des bases de données type DB2, on avait des colonnes qui faisaient 5 caractères, donc ils n'avaient pas beaucoup de choix. C'était limité, pour donner, C'est ça. Mais du coup, c'est juste mettre des noms, choisir, est-ce qu'on met tout en anglais, tout en français? C'est un peu pareil que, de toute façon, c'est un peu toujours une analogie avec le développement de manière générale. C'est un peu les mêmes bonnes pratiques, j'ai envie de dire. Mais ouais. Et après, si on parle en termes de conception, moi, il y a deux trucs que je trouve très importants. C'est il faut se poser la question, comme je le disais tout à l'heure, c'est est-ce que la base de données, elle est faite pour supporter l'application, c'est-à-dire faciliter les écrans, ou est-ce qu'elle est faite pour être exploitée derrière sur de la data? Spoiler alerte, je trouve ça complètement con de concevoir une application pour l'exploitation derrière de la donnée, parce que c'est pas son job de faire de l'analytique sur une base de données de production. Donc la base de données, elle doit aussi supporter les écrans et la manière dont est conçue les choses. Si vous faites une base de données qui colle globalement aux écrans, ça facilitera et le développement, et les performances, et la maintenance. Voilà. Donc ça, je pense que c'est hyper important aussi d'avoir, quand on conçoit la base de données, d'avoir qu'est-ce qu'on veut faire de la base de données en termes d'usage. Donc ça, c'est le premier point. Et j'avais un deuxième point qui m'est sorti de la tête. Ça va me revenir. Il reviendra. Pour revenir sur ce point, Philippe, moi je sais que quand je dois concevoir des bases de données, je prends à chaque fois quand je crée une table, j'essaye en fait de réfléchir si on a des spécifications ou plus ou moins des spécifications, de se dire, ok, est-ce que ça correspond à tous mes points de spécification? Donc par exemple, si j'ai une table, personnes, je vais aller regarder dans mes specs, ok, qu'est-ce qui touche à chaque fois aux personnes, et est-ce que ma table, elle va être facilement utilisée pour réutiliser ces personnes ensuite dans l'applicatif?
Et à chaque fois que que je modifie la table ou que je fais des nouvelles liaisons, je me dis, ok, dans mes specs, est-ce que j'arrive à utiliser ces données correctement? Est-ce que je me retrouve pas à faire 13 jointures avec 15... Alors, ça, Arthur, c'est pas un point que j'avais envie de dire, mais je trouve que c'est une excellente idée. C'est-à-dire que moi, souvent, pour valider la modélisation que je fais, j'écris des requêtes dans ma tête. C'est-à-dire que je me dis, est-ce que je suis capable de récupérer tous les clients par je sais pas quel critère? Est-ce que je suis capable de calculer ça? Et en fait, en formulant la requête dans ma tête, je me rends compte si c'est modélisé qu'il y correctement. a un problème, que tu dis, ah merde, là, j'aurais plutôt dû faire comme ça, et tu changes à ce moment-là. Et comme disait Philippe au début, en fait, si tu le fais pas à ce moment-là, quand ta base de données elle est déjà pleine et que tu as des données, en fait, c'est impossible de changer. Donc, tu es obligé de te tripatouiller, de t'embêter avec les requêtes, de devoir faire des colonnes, etc. Donc, c'est important de le faire à la modélisation et à la conception. Moi, j'ai un conseil aussi que je m'applique depuis quelques années, c'est de séparer dans le modèle tout ce qui est des données de paramétrage et de les identifier clairement comme des données de paramétrage. Qu'est-ce que tu entends par par exemple, si vous avez une liste, je vous prends la liste des civilités, monsieur, madame, peu importe. Ça, c'est une liste et elle va toujours exister, cette liste. Et donc, du coup, j'ai tendance à la mettre dans la base de données, comme ça, elle peut être administrable et on peut les changer, en rajouter. Mais comme ça, surtout, en l'identifiant clairement comme étant un paramétrage de l'application, on peut facilement, on peut comprendre que cette donnée, elle peut être mise en cache dans l'application. Et du coup, moi, j'ai tendance à nommer mes tables P underscore pour dire paramétrage, comme ça, je le sais. Et je nomme toutes mes tables dont je sais qu'elles ne bougent pas fréquemment en étant P underscore, ce qui me permet que quand je suis dans mon application, déjà, je peux tout de suite voir dans la base de données quelles sont les données que j'appelle intéressantes, des données qui sont pas intéressantes. Le paramétrage, c'est pas intéressant en soi, c'est pas mes données vivantes. Et ça me permet de, quand je construis mes requêtes, de savoir qu'est-ce que je peux mettre en cache très facilement. Et je trouve que c'est une bonne pratique de faire ça, de séparer ça. Je le fais aussi maintenant. C'est ça. Depuis déjà 2 ans. Et ça aide, t'as vu. Oui, non, ça aide vraiment. C'est très pratique. Et concrètement, vous faites comment? Donc, quand vous avez votre nouveau projet à monter, vous utilisez des outils ou vous faites quand il faut faire la base de données ou c'est, je sais pas, c'est une feuille blanche, papier crayon et moi, j'utilise Star UML, mais je pense que il y a beaucoup de gens. Moi, je suis pas très fan. C'est pas que je suis pas fan du papier et du crayon, c'est que j'écris extrêmement mal et du coup, j'ai beau écrire des trucs, je n'arrive pas à me lire plus tard. Donc, j'utilise Star UML en général, mais il y a plein d'outils. Moi, j'avoue que je fais toujours en papier. Ouais, toi, t'es un fan du papier, toi. T'es un vieux de la vieille, toi. Ouais, non, en fait, souvent, le tableau blanc, j'écris mes relations, donc la cardinalité de chacune des tables entre elles. Et après, une fois que j'ai fait ça, je fais des create tables, quoi. Moi, en général, pour tout ça, j'utilise le site, je crois que c'est dbdiagram.io, un truc comme ça, où en fait, on peut structurer les données, c'est pas exactement du SQL, c'est un truc un peu plus simple. Après, on peut directement générer le schéma, faut leur toucher un peu, mais ça va permettre de gagner un peu du travail et c'est assez visuel sur la génération une fois fini. Oui, parce que j'allais dire, vous n'avez pas de modèle préfet, c'est à chaque projet, en plus sur mesure, où on se repose les questions et on repart de zéro. Oui, il y a toujours des trucs qui reviennent, je sais pas, une table utilisateur ou des choses comme ça, Ouais, mais le métier même de l'application est toujours à repartir de zéro. Comment est-ce que vous faites, donc, une fois que vous... Enfin, déjà, qui construit dans les projets informatiques les bases de données? Vous voyez un petit peu ça avec les métiers, etc., ou ça reste purement partie technique? Alors, il n'y a pas de réponse absolue, mais c'est généralement l'architecte ou le tech lead du projet qui va concevoir la base de données. Et généralement, il la fait valider par le métier d'une manière ou d'une autre en fonction des compétences métiers de la personne métier. Voilà. Mais généralement, c'est quand même vraiment un job très, très, très technique. Et dans les très grosses boîtes, vous avez des admins de base de données qui sont capables de le faire, des urbanistes ou des gens qui sont capables d'avoir cette vision transverse de la donnée. Mais c'est assez rare. Maintenant, c'est quand même souvent... le tech lead ou l'architecte du projet qui se fait ce petit truc. Et comment ça se passe pour la maintenance? Parce que j'imagine que quand tu modélises ta base de données, tu as les données que tu as, enfin en tout cas du projet que tu as à un instant T, mais comme toute application, ça va pas rester comme ça va évoluer. Comment tu fais pour anticiper en fait parce que j'imagine qu'il faut que tu anticipes au niveau de tes tables, etc., comment ça peut bouger, comment tu peux potentiellement ajouter des nouvelles choses. Comment ça se passe ça? Alors en fait, ça se fait beaucoup à l'expérience, malheureusement. C'est-à-dire que généralement, les clients ne vous disent pas vraiment ce qu'ils ont dans la tête. Moi, je pose toujours la question de qu'est-ce que vous voulez faire dans un horizon de 10 ans, parce que comme ça me permet d'avoir une idée de comment modéliser les choses pour encaisser le futur. Mais en fonction des clients, on ne le sait pas toujours. Et du coup, il n'y a vraiment pas pire que quand vous avez fait la moitié de votre développement et que votre client il vous dit en fait, c'est pas ça que je veux rajouter ça, et que ça vous pète la moitié du schéma. Parce que c'est... En plus, vu que vous avez fait le développement, ça vous pète aussi la moitié de votre appli. T'as un peu envie de crever quand même. C'est ça. Et ça vous est déjà arrivé de tout vraiment le temps. tout c'est vrai? Mais le modèle, il change tout le temps parce que les besoins métiers, ils changent tout le temps. C'est un peu le problème de la méthode agile, entre guillemets. C'est qu'en fait, la méthode agile fait qu'on est agile, sauf qu'une base de données, par défaut, c'est pas vraiment agile. Non. Sinon, on ferait du MongoDB, mais ça marche pas vraiment. Mais c'est encore pire. donc en fait, on se retrouve à tout le temps remodéliser la base de données, à refaire
tout Donc ce si qui va vous avez derrière. conçu correctement la cardinalité entre les objets, ça se passe assez bien parce que c'est rajouter des champs, rajouter des tables, mais quand Oui. vous devez changer Le les cœur, relations au Ouais, cœur, créer ça, une nouvelle ça donne table, vraiment envie créer de une crever. nouvelle quoi. relation. Mais justement, je trouve que c'est un autre critère qui permet de valider une bonne BDD, c'est la BDD qui pourrait être assez flexible à certaines situations. On va pas s'imaginer une BDD qui bouge pas, peu importe les besoins du client, mais il y a plein de petits besoins qu'on peut entre guillemets anticiper en se fermant pas les portes avec un certain schéma de BDD qui fait que, en fait, il y a plein de petites demandes qu'on pourra traiter sans modifier la BDD parce que on aura sans forcément avoir anticipé le besoin, mais c'est te laisser des portes ouvertes en se disant ça pourra marcher avec. Les bases de données, ça se passe comme. Est-ce que ça se passe comme les frameworks de dev ou autre? Est-ce que vous avez des mises à jour à faire sur les bases de données, sur les outils web aussi? Alors, tu parles de quelle mise à jour? Nous, quand on parle de mise à jour de base de données, on va souvent parler de mettre à jour le schéma de la base. Ah, moi, je te parle de l'outil. Ah bah, tant que comme tel. tout, hein, ça... Tous les Alors, 6 mois. Ouais. ouais, Ça dépend. c'est tellement... Enfin, je veux dire, objectivement, le SQL a pas beaucoup Vous allez dire, ça évolué. bouge pas. Enfin, Ça bouge pas, mais il y a quand même des versions de Postgre tous les 6 mois. Je sais pas ce Oui. qu'ils font dedans. Mais Mais oui, j'allais dire, ils Oui, ajoutent ils quoi? améliorent, ils ajoutent des index, des ouais, trucs ils comme ça, améliorent les mais performances. en vrai, c'est moins critique qu'une appli de base parce que c'est pas exposé directement sur Internet. Donc déjà, on est un peu plus détendu sur la sécurité. Mais par contre, faut le mettre à jour. Mais on est sur un cycle, généralement, on l'a mis une fois par an à jour, c'est bien. Puis j'ai jamais vu de breaking change sur un changement de base de données. En fait, J'ai donc vu le modèle change si pas. j'avais des breaking change dans MySQL sur Ouais, des... À l'époque. Ça, c'était avant. La version avant. 2.3. Quand ils ont rajouté les index. Ouais. Bah, tu sais que moi j'ai commencé, il n'y avait pas d'index Ah sur ouais MySQL. Bah, tu vois, C'était en Maïsa, mais il n'y avait pas d'index. ça a dû être un sacré breaking change. Ça a dû révolutionner vos vies. les Non, index. parce que c'était après, on changeait de moteur en passant en InnoDB. Ah oui. Donc, on a pas mal parlé de la modélisation depuis le début. On va parler un petit peu exploit. Comment ça se passe au quotidien, l'exploitation des bases de données? Ça me fait penser à un truc justement par ce que tu disais avant avec les versions, où on disait que c'était peu impactant pour nous. Je pense principalement parce qu'on utilise vraiment 5% des fonctionnalités des bases de données. Ils inventent des trucs un peu tous les jours qu'on peut faire. Moins de plein 5%. choses. Ouais, moins de 5%. J'ai vu il y a pas longtemps que vous pouvez créer des énumérations en base de données. Ouais. Vous savez ça? Ouais. Je sais pas à quoi ça sert. Mais en fait, on peut faire tellement de choses alors qu'en fait, on garde juste une vision très simple parce que la modélisation de données n'a pas été révolutionnée depuis je sais pas combien de temps. Enfin, la façon de procéder est la même. Je me regarde pas. Je te dis à tout moment, tu peux me donner un chiffre. Non, mais en fait, vu que les fonctionnalités qu'on utilise sont très simples, en fait, les changements qu'il y a dans les nouvelles versions, c'est principalement des trucs qu'on n'utilise pas. Et puis, pour ajouter à ça, on a appris à développer de manière agnostique des bases de données. C'est-à-dire qu'on code de la même manière, quelle que soit la base de données, et on a une espèce de middleware qui situe, qui est l'ORM entre nous et la base de données, qui génère les requêtes spécifiquement pour la base de données. Donc, qui dit ce genre de choses dit qu'en fait, on n'utilise pas les fonctionnalités spécifiques des bases de données. Ah. Et généralement, quand vous êtes amené à utiliser des fonctionnalités spécifiques des bases de données, c'est que vous êtes bloqué dans un coin et Ouais, que il y a un problème. il y a un problème. Pour repenser le métier ou Ouais. alors pour repenser les problèmes. Ouais. On va parler exploit du coup. Désolé. C'est bon, tu peux y aller. Là, comment ça se passe donc l'exploitation une fois que vous avez tout construit, que tout est bien beau? Comment ça se passe une fois que vous attaquez, j'imagine, les parties dev et après au long cours sur le projet? Alors, dans l'exploitation, il y a deux choses. Il y a faire en sorte que la base de données continue de fonctionner. Donc ça, globalement, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de sujet parce qu'il n'y a plus vraiment de notion de table space ou des trucs qui sont un peu bloquants. Donc ça, on fait beaucoup moins de choses. Et maintenant, on est sur Azure, on a des bases de données qui sont directement fonctionnelles. Et du coup, la deuxième chose qui est importante dans l'exploitation, c'est d'essayer d'optimiser la base de données pour qu'elle fonctionne toujours bien. Et ça, par contre, c'est un vrai boulot parce qu'en fait, on se rend compte quand on lance une application, on n'a pas ou peu de données. Et au bout de quelques temps, en fait, il y a des données qui se créent dans les tables. Et là, il peut se poser des questions importantes de se dire est-ce que j'aurais tendance à optimiser certaines requêtes? Est-ce que j'ai tendance à optimiser les index? Est-ce que j'aurais tendance à optimiser la structure de ma base de données? Et donc ça, c'est de l'exploitation un peu à haut niveau. C'est-à-dire, en gros, comment je fais en sorte que finalement, j'améliore mon application. Là, maintenant, les moteurs de base de données, si vous avez un système d'observabilité ou équivalent, ils vont vous donner les requêtes qui sont lentes, ils vont vous donner les index qui sont pas très bien construits. Donc, vous pouvez travailler à l'optimisation. Et ça, c'est vraiment la partie la plus importante de l'exploitation. C'est un peu le moment où on se rend compte si on a vraiment bien fait notre schéma à l'exploitation. C'est là où en fait on va vraiment voir si l'utilisation est bonne et si en fait on n'a pas fait des grosses erreurs qui fait qu'en fait la performance est réellement impactée. Surtout qu'on se rend vite compte quand on fait des audits de performance que c'est souvent la base de données qui est le plus gros problème. Enfin, pas la base de données en tant que telle, parce Les que requêtes, comme disait non. Philippe, la base de données elle est ultra optimisée. C'est comment on l'utilise en fait. Donc si votre base de données elle est
mal modélisé, vous allez devoir faire des requêtes un peu bizarres et vous allez devoir vous retrouver à avoir des requêtes lentes qui peuvent ralentir la base de données. Et on peut avoir un problème de cascade où en fait, plus vous avez de requêtes lentes, moins elles se font. Et en fait, vous allez finir par vous retrouver à votre base de données qui explose et qui fait que toute votre application... Ce que dit Arthur, c'est hyper important et intéressant. C'est-à-dire que là, ce que tu décris, c'est l'effondrement de performance Voilà. que vous retrouvez dans n'importe quelle appli. En gros, c'est plus ça marche moins bien, c'est pas très français, mais plus ça va s'effondrer. C'est-à-dire qu'en gros, les requêtes lentes ralentissent la base, du coup ralentissent les requêtes rapides qui vont s'empiler, et en fait, vous avez un effondrement de performance. Et généralement, c'est très facile de faire effondrer une base de données avec une seule requête. Tout le monde, je pense, autour de cette table a déjà vu des applications où il y a une requête qui est merdique, et ça flingue l'appli entière. C'est quoi, c'est genre quand tu ramènes toutes les données d'un coup? Ouais, il peut y en avoir une seule, ou une requête qui est envoyée toutes les millisecondes à la base, qui check un truc, et tout ça, ça suffit à éclater une base de données. Vous avez des bonnes pratiques à partager sur comment est-ce qu'on fait une bonne requête? Alors, c'est un sujet sur lequel on travaille fortement avec Nathan, et on peut donner des réponses à ces questions. Ouais, j'ai un conseil plus générique sans forcément parler de la requête, c'est lorsque Mais vous faites les Dis-le, développements. t'en as rien à faire des questions de Camille. Depuis tout à l'heure, il me squeeze. Nathan, il Bon, fait bah, son podcast. Non, mais t'as raison. Mais pas du tout en plus, ça répond plus à sa question et encore plus, genre un peu plus dans les domaines. Non, en gros, ce que je veux dire, c'est quand vous faites le développement, imaginez pas que lors de vos tests, vous prenez vous utilisez une liste avec 5 éléments et que ça marche très bien, mais pensez toujours que l'application va évoluer et que vous avez peut-être 1000 données à récupérer ou même 10 000 et qu'en fait, en termes de performance et même de requêtes au niveau de la BDD, ça va avoir un grand impact. Ce qui fait que pensez toujours au pire qui puisse se passer de l'application avec un nombre de volumes conséquent pour que derrière, en fait, si l'application vit sa vie, que tout se passe bien, quoi. Je vais rajouter un truc, c'est moi la bonne stratégie pour les requêtes, c'est commencer à injecter 100 000 lignes dans votre base de données et regardez comment ça se comporte. Il y a deux trucs que je voudrais dire, c'est que pour le coup, je vais donner un truc que je trouve très bien avec ChatGPT, c'est qu'il peut générer facilement des requêtes d'insert de données pourries. Et du coup, c'est assez pratique quand vous avez un modèle à tester de vous donner vos schémas, vous lui demandez d'écrire des tonnes de requêtes et vous en écrire. Donc ça peut être intéressant, c'est un cas d'usage intéressant et je pense que Nathan a raison, c'est-à-dire que mettez beaucoup de données dans votre base et ça vous permettra de voir les tests là où il y a des problèmes. Moi, ce que je me dis toujours à chaque fois que je fais une requête et que j'ai sur une table, c'est est-ce que cette table peut avoir des données infinies? Théoriquement infinies. Par exemple, je prends la table utilisateur. Si c'est une application pour une entreprise qui a 50 personnes, je sais que j'aurai peu de chances d'avoir plus de 50 utilisateurs. Mais si c'est une table pour, je dis n'importe quoi, des commandes pour quelque chose, je sais que je peux avoir des données théoriquement infinies dedans, et donc il faudra particulièrement faire attention aux requêtes que je fais dedans, et particulièrement faire attention à ne pas tout récupérer tout simplement, parce que si c'est infini, ça va forcément tout faire péter. Tandis que ma base d'utilisateurs, je sais que j'en aurai pas plus de 50, on fait un peu moins attention et on gagne un peu de temps pour pouvoir optimiser un peu plus à côté. Et si je le répète, comme ça sera écrit, si une requête est lente, ça n'est pas la faute de la base de données, c'est la faute du développeur. C'est pas la faute du serveur. C'est pas la faute du serveur, c'est pas parce que vous êtes sur MySQL, Oracle, Postgres, c'est votre requête qui est mal foutue. Je le dis parce qu'aujourd'hui, la performance aujourd'hui, ça n'existe plus comme problème. C'est un problème, il y a une époque où c'était les serveurs qui étaient limitants, ça n'existe plus, on a la capacité de faire des clusters infinis et compagnie. Si c'est lent, c'est parce que vous avez mal développé. Et je le dis, et même aux clients, si les clients entendent et qu'ils disent « Ah, il y a un truc qui est lent », c'est qu'il y a un problème de développement ou il y a un problème de conception à la base du truc. Les gens qui ont codé les bases de données, ça fait 30 ans qu'ils les codent, elles sont optimisées aux petits oignons. Donc, ils ne pourront pas faire mieux. Et s'ils sont lents, c'est que la requête elle est trop compliquée à exécuter pour une base de données. C'est dit. Voilà, bravo. C'est fait. Tu viens de détruire l'ego de tous les gens qui écoutent. Non, mais j'en ai marre d'entendre des clients qui me disent « Oui, mais mon développeur, il m'a dit que c'est mon PC qui est pas assez puissant. » T'as 16 gigas de RAM. T'as 16 Go de RAM, 32 CPU, je veux bien, mais là, je récupère juste un client par son ID quand même. Donc, il n'y a pas de raison. Il faut se dire que la volumétrie, elle a peut-être explosé, mais les machines, elles ont largement plus explosé. C'est beau. Faut éviter les finals, quoi. Voilà, et la deuxième règle, tu l'as dit, Théo, c'est que c'est la base de la base de la base, c'est interdiction aux développeurs de faire des finals sur les bases de données, parce que c'est ce qui écroule les applications, c'est parce que vous ne les maîtrisez pas. Voilà. Il y a des choses que dans l'informatique, il ne faut pas utiliser, parce que même si ça marche, c'est trop dangereux. Donc on limite ces requêtes. On va s'arrêter là-dessus pour ce sujet. Je pense que c'est une très bonne, très bonne conclusion. On va passer au coup de cœur. Coup de cœur. Nathan, t'avais quelque chose à nous partager? Exactement, oui. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un IDE, mais un logiciel qui permet d'interagir avec les bases de données. Ça s'appelle Debeaver. Et je trouve que la force de ce logiciel, c'est qu'en fait, on peut interagir avec
une grande majorité des types de bases de données, principalement toutes les relationnelles. Et là où en fait d'habitude, je sais pas, pour un MySQL, il y a souvent PHP qui a une interface, pour Postgre, il y a Postgre qui a son interface. En fait, là, il y a... Comment ? PGAdmin. PGAdmin, voilà. Là, on a juste un logiciel Dbeaver qui permet d'interagir avec toutes les bases de données. C'est la même interface, peu importe la base de données. En fait, c'est assez pratique, je trouve. Ouais, moi je trouve ça très bien. Et j'ai un autre coup de cœur. Oh, il est doublé aujourd'hui. Tu nous fais quand même un coup de gueule après. Je peux. Ah. Moi je voudrais faire un focus. On n'a pas parlé, je pensais que tu en parlerais, mais non. Je voulais parler de Flyway. Parce que un des plus gros enjeux quand on fait de la base de données, c'est comment on monte de versions de base de données, mais au sens pas forcément l'applicatif, mais comment on monte le schéma, comment on modifie le schéma, comment on altère les données quand on fait des mises à jour de l'application. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, j'ai mon application où j'avais une gestion d'utilisateur, puis dans la version 2, j'ai la gestion d'utilisateur et des factures. Et du coup, il va falloir créer l'étape pour les factures. Et ça, c'était toujours un truc qui était très compliqué à faire en développement pendant de nombreuses années, parce qu'il fallait taper des requêtes SQL pour créer sur les différents environnements les tables. Quand tu avais ton collègue, il fallait que tu lui donnes la requête SQL, parce que lui aussi fait les devs dessus. Et en fait, il l'avait déjà lancé, et du coup, il y a des conflits. Enfin, c'était horrible. Et du coup, depuis quelques années, il y a des technologies type Flyway qui existent, où en gros, grosso modo, à l'intérieur de votre code de développement, vous allez mettre des scripts avec des versionning de scripts qui vous permettent de passer d'un environnement à l'autre, d'une version à l'autre de la base de données. Et le gros intérêt, c'est que vous démarrez l'application sur n'importe quelle base de données, même si elle n'a pas été mise à jour depuis 6 mois, 1 an. Et en gros, il va comparer l'état dans lequel il était par rapport dans lequel il doit être pour cette version, et il va monter votre base de données. Ça, je trouve que ça a vraiment simplifié la vie de développeurs. On peut citer 2 technologies qui font ça. Moi, j'ai une préférence pour Flyway. Il y a Liquidbase aussi qui fait ça, mais moi, je trouve beaucoup moins agréable à utiliser. Ouais, mais c'est un autre format différent. Je crois que c'est pas des requêtes Liquidbase, je crois du que XML, c'est du XML. Ouais, tu fais c'est encapsulé dans du XML, mais tu peux quand même appeler du SQL tout au bout. Enfin, c'est différent. Après, de manière globale, là, on a cité des outils qui marchent principalement pour la technologie Java, même si Flyway, on peut l'utiliser pour un peu pour tout Flyway. Ouais. Après, il y en a pour chaque un peu framework ou langage. En C#, on retrouve Entity Framework, qui est le système de migration. PHP, il y a Doctrine Migration. Juste en Node.js, où je ne connais pas d'outils qu'ils font, mais ça doit forcément exister. Ouais, je pense. Je sais pas de nom. Philippe, tu peux, après avoir fait un coup de cœur surprise, allez, vas-y, tu vas nous faire un coup de gueule. Je vais faire un coup de gueule. Je pense pas que ce sera forcément un coup de gueule partagé par les gens de cette table, mais il y a 2 choses. Moi, j'utilise IntelliJ pour coder. Et je trouve que les plugins d'interaction avec la base de données d'IntelliJ sont niveau débutant. C'est de la daube en barre. Ce qui est bien, c'est que tu peux te brancher avec, c'est de la daube avec ton code, et du coup, ton code, il est auto-complete avec ta base de données. C'est vraiment de la daube en barre. Tu l'utilises pas correctement. Non, je sais pas, t'as pas cette capacité sur Dbeaver d'exploiter facilement le truc. Je sais pas, je trouve que l'interface, c'est mal foutu. Je suis d'accord que tu peux moins exploiter tes datas aussi facilement que Dbeaver, ou Dbeaver, tes relations sont automatiquement faites. Et du coup, quand tu cliques sur une colonne, ça va t'amener directement sur la ligne, ce que j'ai appris hier. Mais l'avantage pour moi du plugin de base de données d'IntelliJ, c'est que du coup, tu peux brancher ta base de données avec ton code, et en fait ton code va s'auto-complete sur ta base de données. Donc si tu commences à faire une requête, en fait il va auto-complete ton code avec ce que tu as en base de données, si tu branches le bon schéma. Ouais, ça, je trouve que et du coup, même quand tu fais des requêtes, il va t'auto-complete, etc. Attends, t'es de mon côté ou pas? Non, pas tellement. En fait, je suis d'accord que c'est moins bien et on peut faire moins de choses, mais en fait, pour ce qui est du cadre du développement, je trouve qu'on fait principalement des inserts, on regarde un peu la base, son état, etc. Pour développer, moi, ça me sert bien parce que j'ai un seul IDE où j'ai mon code et à la fois la BDD. Après, je suis d'accord que pour l'analyse de données ou vérifier des schémas de base ou des audits ou ce genre de choses, j'utilise jamais pour ça. Mais moi, de manière générale, je trouve qu'IntelliJ, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont mal foutues. Genre le gestionnaire tout ce qui tourne du Git, c'est très mal fait. C'est très mal fait. Tu fais des push, tu fais des commits, des pulls et c'est tout. Et après, tu fais des lignes de commande parce que t'es un peu... Ouais, mais après, c'est fait aussi pour... pouvoir je peux te lancer autant de Google que tu veux, hein. Moi je suis infini. Faut m'arrêter, Camille, parce que. Mais t'as pas une alternative à IntelliJ? Ah bah si, c'est pour faire le lien avec Dbeaver dont on parlait. Pour la base de données, oui. Oui. Après, pour développer, ça reste... Pour développer, ça reste au-dessus. Même si bon... Tout n'est pas acheté. Non, tout n'est pas acheté. Je parlais vraiment spécifiquement de cette fonctionnalité-là. Yes, ça marche. Bon, merci en tout cas. Théo, on va finir avec l'actu des techos. Pour rester un petit peu dans le cadre de la gestion des données, je vais vous parler de Criteo, qui est une société française qui fait du reciblage publicitaire.
Donc on va pas trop s'intéresser à son activité, mais juste sachez qu'il utilise des cookies pour récupérer ces informations et pour proposer d'autres publicités. Elle s'est pris ce mois-ci 40 millions d'euros d'amende pour manquement à la RGPD, c'est-à-dire tout ce qui est consentement, obligation d'information, respect du droit d'accès, droit de retrait, accord avec l'utilisateur et ainsi de suite. Au total, c'est 370 millions d'identifiants dans toute l'Union européenne qu'elle a réussi à récupérer. Donc pas de nom ni rien, mais qui rendent possible la réidentification d'une personne. Donc elle s'est pris l'amende de la CNIL. Donc faites bien attention quand vous traitez au niveau des RGPD. Mais d'ailleurs, les amendes, il me semble que c'est un pourcentage du chiffre d'affaires ou quelque chose comme ça, je crois, non? Qui fait qu'en fait. C'est ce qu'ils pour la avaient CNIL, énoncé ouais, c'est qu'ils ça, feraient je de crois. Je sais pas base. si c'est déjà C'est en ça. place ce genre de choses. Si, il me semble que c'était déjà ça. C'était dans les règles de base qui avaient été. Ils en avaient marre de énoncées quand donner ils ont- des amendes de 10 000 euros à Google. Ah Ils brouillent. Ça marchait pas. Ils donnaient comme ça, ils filaient 2 billets. J'ai Ah, une c'était encore deuxième petite news, du coup un peu différente, qui elle sera basée sur GitHub. Je vais vous demander si vous connaissez le repo Jacking. Non. J'ai vu passer les Ah news, oui, ouais. oui. Alors en fait, le but c'est pour une entreprise qui a créé son repository sur GitHub, il y a des noms qui y sont associés et quand l'entreprise change de nom, on peut changer le nom aussi de son repo. Le problème c'est que pour éviter de briser les dépendances, on va juste faire des redirections, un peu comme des liens symboliques. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut acquérir l'ancien nom de l'entreprise pour annuler la redirection et récupérer le repository. Donc maintenant, il y a des sécurités qui sont mises en place pour les gros repositories uniquement, mais il reste encore des repos comme cela. Et donc, on a une entreprise qui s'appelle AquaSec, donc, qui est une entreprise de sécurité surtout orientée cloud. On la connaît pour GitLab Container Scanning, par exemple Trivi, qui a fait le test et qui a pris 1,25 million de dépôts sur GitHub. Donc, c'est à peu près 1% qui sont publics. Et sur ces 1 million, elle a réussi à trouver 37 000 repositories, donc 3% de l'échantillon, qu'elle a pu simplement réutiliser en partant de leur nom. Donc, pour la Mais je petite comprends blague, pas bien l'intérêt. Tu réutilises juste le nom? tu genre, c'est réutilises le comme nom, si on mais tu utilise- réutilises aussi le tu peux changer repository. une vieille lib. Ah, d'accord, tu peux Simplement. changer ce qui est lié avec. C'est vraiment flippant pour les gens qui font du JavaScript. C'est vrai que. Un petit exemple, par exemple, avec Google. Donc, Ah. on a réussi à retrouver une entreprise appartenant à Google et on a réussi à récupérer un README de cette entreprise-là. Ou alors, par exemple, avec Lyft, donc c'est une société américaine, on a réussi à carrément récupérer des scripts d'installation et à pouvoir les modifier et à les réappliquer pour Mais faire si l'insert c'est- de données. Si c'est des repos publics, ils les avaient pas déjà? Après, je vais pas pousser en détail Ok, la ok, façon pardon, de le pardon. faire, mais ils Tu ont réussi liras à faire ça. l'article. Pardon, j'ai Je peux renverrer effectivement en commentaire le lien de l'article, ainsi de suite. Mais effectivement, ils arrivent à retrouver des Ok. vieux repos, des codes et à les réutiliser pour s'en serrer avec des failles. Ok. Et du coup, c'est corrigé? Enfin, je sais pas comment ils peuvent corriger, annuler les. Apparemment, il y a des sécurités qui sont mises en place sur les grosses entreprises qui ont des dépôts, mais sur les plus petites, Quand le capitalisme qui frappe. sur les plus petites, bonne chance. Ah, je crois que t'avais une dernière. Ah, je peux en envoyer d'autres hein, si vous voulez. C'est 3 d'habitude. 3, bah, si vous voulez, écoutez. Pour terminer ces actus, on peut parler du G7 qui a lieu. Donc, on peut retrouver des communiqués et des plans d'action sur tout ce qui est IA générative. Donc, par exemple, ChatGPT et ainsi de suite. Donc, ils mettent des plans sur plusieurs années. Et je vous conseille d'aller le voir. On peut le retrouver en français sur le site du commissariat à la protection de la vie privée du Canada, qui détaille toutes ces actions menées lors du G7. Ok. ChatGPT où Philippe a donné un bon point tout à l'heure, et ça, on n'était pas prêt. Non, il l'utilise de plus en plus. C'est son nouvel ami. C'est ce nouvel avis. Au moins, il lui répond tout le temps. Et puis ça permet de corriger les fautes d'orthographe. C'est même Camille qui Ah. m'a dit de faire ça. Et c'est un bonheur. Parce qu'avant, c'était le chat GPT de Philippe, c'était Camille. Exactement, horrible. C'est Camille GPT. Bon, merci en tout cas pour vos avis sur la question de la modélisation de base de données et de son exploitation. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, on se dit à tout bientôt pour un nouveau podcast. Salut, salut! Salut! Ciao. Ciao.